Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et aujourd'hui, on est avec Louis Courtine, Product Manager chez Glady. Salut Louis, comment ça va ? Eh ben, écoute, très bien. Et toi, Timothée? Ouais, ça va bien aussi, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Du coup, Louis, j'ai 32 ans, donc je suis PM chez Glady depuis septembre 2022. Donc, nouvelle aventure pour moi. Et sinon, j'ai un background de chef de projet digital, product owner dans des boîtes audiovisuelles puis télécom. Je suis alumni aussi de la promo Maestro, promo 10. Et sinon, plutôt côté hobby, j'aime bien le vin, le vélo, le foot, et je me suis découvert une nouvelle passion dernièrement pour le paddle. Trop bien. Quels ont été tes débuts dans le produit ? Donc tu m'as dit que tu avais été product owner et que tu avais fait aussi de la gestion de projet. Et dans Ouais. ce contexte-là aussi, comment est-ce que Maestro t'a permis de progresser aussi dans le monde du produit ? En fait, j'ai toujours fait du produit plus ou moins sans le savoir, parce qu'à l'époque, on parlait moins du product management et les organisations étaient plutôt orientées projet, enfin en tout cas celles dans lesquelles j'ai pu évoluer en tant que chef de projet digital. Donc j'ai toujours bossé sur des plateformes qui ont toujours eu un aspect produit, et je l'ai découvert un peu au fil de l'eau. Je me suis toujours beaucoup intéressé à l'expérience utilisateur. J'avais eu la chance dans mes études de faire un peu de design thinking, donc tout l'aspect un peu ce qu'on appelle la discovery aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours été intéressé, mais j'ai jamais eu en fait l'environnement adéquat pour faire du produit comme on l'entend aujourd'hui. En gros, manque d'agilité, manque de culture produit dans mes précédentes expériences, qui fait que j'ai voulu, à la fin de ma dernière expérience, entrer chez Maestro pour justement compléter un peu toute ma culture produit, compléter un peu toutes les méthodologies en termes de discovery et de delivery, parce que même si j'étais PO avant, j'ai jamais bossé au sein d'une squad agile. En gros, j'avais un dev avec moi, donc on bossait en agilité, mais pas au sein d'une organisation agile, comme on peut l'entendre aujourd'hui dans les différentes boîtes tech, quoi. Et du coup là, aujourd'hui, tu es product manager chez Glady. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est Glady, votre vision, votre mission ? Ouais, alors Glady, c'est une nouvelle marque qui est née de la fusion entre WeDoGift et Sodexo. Donc Glady, c'est une plateforme qui offre pas mal d'avantages salariés pour les CSE, pour les services RH, pour les petites entreprises et aussi pour toute organisation qui fait ce qu'on appelle de l'incentive. Donc c'est tout un système de récompense sous forme de chèques cadeaux. Et donc en gros, en termes d'avantages, ça va être tout ce qui est chèque cadeau, chèque culture. Il va y avoir aussi la carte ticket restaurant, de la mobilité prochainement, des chèques CESU, les chèques vacances, etc. C'est un peu tout le catalogue qu'on peut retrouver en ce qui concerne les avantages salariés. Et la mission de Glady, du coup, c'est de redonner du pouvoir d'achat à travers les avantages aux salariés, et de aussi en parallèle favoriser tout ce qui est consommation éthique. Et la vision produit, en gros, aujourd'hui, dû à la fusion, c'est un peu en plein travail côté head of et côté CPO pour bien redéfinir la vision de Glady. Mais en gros, l'idée, c'est de devenir un peu la plateforme de référence en termes d'avantages salariés, de rendre nos clients autonomes dans la gestion de leurs avantages, et leurs bénéficiaires, donc l'utilisateur final qui va utiliser par exemple ces chèques cadeaux ou n'importe quel avantage, qui puisse vivre une expérience sans couture de bout en bout, et pouvoir profiter de ces avantages le plus simplement possible. Et du coup, justement, cette envie de devenir la plateforme de référence, ça s'illustre, j'ai l'impression aujourd'hui, avec à la fois justement tous les types de chèques cadeaux, titres restaurants, passe culture, billetterie, voyage, mais aussi avec des services pour ceux qui justement gèrent ces avantages pour les salariés, comme des sites web personnalisés, des sondages, des plateformes de challenge.
Du coup, ça fait quand même beaucoup de features différentes. Comment est-ce que vous arrivez à définir ce que doit être et ne pas être Glady, et à faire en sorte qu'au final, toutes ces features proposées ne perdent pas l'utilisateur dans trop d'options différentes, quoi? En fait, toutes ces options, déjà, c'est des packages. Enfin, c'est comme tu l'as dit, c'est des options, donc elles sont pas disponibles pour tout le monde. Il faut souscrire un abonnement pour certaines. En gros, si tu veux, la base, c'est les chèques cadeaux, les chèques culture, qui est un peu le l'offre culte de Glady, puisque la cible de base c'était les CSE et c'est ce qu'on va retrouver beaucoup pour les CSE. C'est ce qu'ils aiment proposer à leurs salariés. Et ensuite est venue la billetterie, les voyages, parce que en fait, tous les modules qui ont été créés, c'est lié aux besoins des CSE et pour qu'ils puissent avoir en fait une seule plateforme pour gérer tous leurs avantages. Et ensuite, ce que tu disais sur la gestion, sur la communication, c'est lié encore une fois aussi aux besoins, principalement des CSE, de pouvoir communiquer à leurs bénéficiaires via tout ce qui est site internet et offre de communication, qui puissent communiquer à leurs bénéficiaires leurs différents avantages, mais aussi tout ce qui est fait au niveau du CSE pour qu'ils puissent communiquer à l'ensemble de leur entreprise. Les logiciels de gestion, ça va pour, selon le client, aller pousser un peu plus loin l'avantage qui n'est pas dans les offres classiques. Donc là, par exemple, ça peut être du remboursement spécifique pour un abonnement de sport, ou des remboursements spécifiques en fonction d'un ayant droit. Par exemple s'il a des enfants, etc. Donc là, c'est aller un peu plus sur la personnalisation. Mais si tu veux, ça dénature pas du tout l'offre de Glady, parce que c'est un peu, on s'adapte aux différents types d'entreprises. Donc il y a des offres qui vont correspondre à des CSE de grands groupes et de TI qui ont pas mal de salariés et qui ont surtout pas mal de budget pour pouvoir proposer autant d'avantages à leurs salariés. Et sinon, avec les offres classiques, on va s'adapter aussi aux plus petites entreprises qui ont moins de budget, mais qui ont quand même la possibilité d'offrir des avantages à leurs salariés. Et on s'adapte aussi aujourd'hui au service RH à travers la food et les tickets restaurants, et plus tard aussi la mobilité, pour couvrir un peu tous les besoins de l'entreprise. Glady, aujourd'hui, il y a pas mal de croissance, que ce soit en chiffre d'affaires, mais surtout aussi en nombre de collaborateurs. Mhm. Du coup, j'imagine qu'il y a des challenges à titre personnel pour faire du produit dans un environnement qui est en constante évolution. Comment est-ce que toi, tu t'adaptes à ça? Ouais, déjà c'était un des critères qui a fait que j'étais très intéressé par Glady. L'équipe produit en un an, elle a doublé en termes d'effectifs. Donc ça se structure, ça commence. Enfin, en gros, il y a une belle évolution côté produit. Au départ, faut savoir que c'était une boîte qui avait surtout une culture sales, et aujourd'hui, il y a cette envie de mettre au même niveau la culture produit au sein de la boîte. Donc ça, comme première expérience, c'est hyper enrichissant et on apprend beaucoup de choses. Et ce qui est cool, c'est que les périmètres se définissent, mais sont encore en train de définir. Donc on participe un peu à tout l'affinement, en fait, si tu veux, de la structure de l'équipe. Donc c'est hyper enrichissant. Ça permet d'apprendre rapidement et de vite être dans le vif du sujet, quoi. Comment est-ce que tu fais de la veille et comment est-ce que tu t'y prends pour rester curieux à la fois sur le produit en général et sur ton produit, enfin donc du coup chez Glady? Ouais, j'ai envie de dire, j'en apprends tous les jours. J'en apprends aussi beaucoup en écoutant des podcasts, en lisant les newsletters, par exemple Product Inbox, le ticket, etc. Et il y a toujours des choses bonnes à prendre un peu partout, et j'apprends aussi beaucoup de mes pairs aujourd'hui au sein de Glady, et j'espère plus tard aussi avec d'autres membres de la communauté produit. On passe maintenant à la deuxième partie qui est plus sur ta vision du produit. La première question que j'aimerais te poser, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Le premier conseil, c'est d'être, je dirais, passionné par le produit, enfin d'avoir toujours un attrait pour les interfaces, les plateformes digitales, et surtout l'envie de l'améliorer, de résoudre des problèmes, de se creuser la tête pour concevoir
une expérience sans couture, j'ai envie de dire, et d'avoir un produit qui fonctionne. Ensuite, je dirais d'être curieux, toujours avoir envie d'apprendre et de creuser des problèmes et d'aller au fond des choses, d'être empathique aussi envers ses utilisateurs, mais aussi les autres membres de l'entreprise, parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, en fait, toute l'entreprise tourne au final autour du produit, et il faut pouvoir prendre en compte les problèmes de chacun. Trop bien. Et toi, comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer? Une des évolutions déjà que j'aimerais voir, mais où je pense qu'on est en train d'y tendre, parce que j'ai vu quelques articles déjà sur le sujet, et aussi chez Maestro, on avait un cours sur le sujet, c'est le tout ce qui est le produit responsable. En gros, c'est-à-dire comment limiter un peu l'empreinte carbone des produits numériques et limiter les externalités négatives que peut avoir les plateformes numériques, tout en gardant tout l'intérêt qu'elles peuvent procurer aux utilisateurs. Ouais, bah, j'ai l'impression que c'est aussi un sujet dont de plus en plus de monde parle et prend conscience. Oui, C'est plutôt positif, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on va plutôt dans la bonne direction. c'est très positif, oui. Oui, j'ai vu passer un article, je pense, je crois, je sais plus dans quelle newsletter c'était, mais en gros, on connaît tous le concept de MVP, Minimum Viable Product. Lui, c'était plutôt de Maximum Tolerable Product. En gros, jusqu'où on va, enfin, qu'est-ce qu'on tolère en maximum en tant qu'empreinte carbone générée par son produit, quoi. Donc, ça a un peu changé le prisme autour de la construction d'un produit, donc je trouve ça hyper intéressant. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi tes plus gros challenges? Bah aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est de prendre le maximum enfin d'apprendre déjà tous les jours au quotidien, de prendre le maximum d'expérience sur ce nouveau métier de produit, et de prendre le maximum de plaisir aussi, parce que j'aime beaucoup ce métier et j'aime ce que je fais, et de monter rapidement en compétence sur pas mal de domaines du produit, notamment en discovery, en data, en delivery et de pouvoir aussi peut-être à plus long terme pouvoir mettre un peu ma patte justement sur cette thématique de produits responsables et de pouvoir peut-être que j'en ai pas encore parlé avec mes collègues, mais peut-être que ça peut aussi insuffler un nouveau souffle là-dessus avec le partager avec mes pairs et qu'on puisse tendre vers ce mode de conception en tout cas. Qu'est-ce qui, pour toi, fait une bonne équipe produit et par extension un bon product manager? Une bonne équipe produit, pour moi, enfin si on mélange produit et tech, c'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires, donc avec un product manager, un product designer, des devs, des QA analystes et si possible aussi de la data, mais dans le meilleur des mondes. Mais ouais, c'est déjà d'avoir un peu tous ces métiers différents qui travaillent ensemble pour le même objectif. Et c'est surtout de une équipe qui communique bien, qui est transparente les uns envers les autres, qui ont pas peur de l'échec et qui ont envie d'avancer dans le même sens, quoi. Faut pas que le produit et les techs n'aient pas les mêmes objectifs. Il faut que tout le monde soit aligné pour avancer dans le même sens et avec aussi une culture produit qui est mise en avant au sein de l'entreprise. On passe maintenant à la troisième partie qui est, du coup concerne un sujet qui te tient à cœur. Tu as Mhm. décidé de nous parler d'onboarding. Pourquoi ce choix? Bah, pour moi, c'était le sujet le plus parlant, on va dire, étant donné que mon onboarding est assez récent et que, étant donné ma courte expérience en tant que PM, j'ai envie de dire, dans les règles de l'art, c'était plus facile pour moi de parler de mon onboarding qu'un thème que j'ai pas eu encore l'occasion de creuser plus, où j'ai pas l'expérience nécessaire pour en parler. Donc je me suis dit que l'onboarding, qui sera sûrement partagé par d'autres, étant donné l'attrait qu'il y a pour ce métier, je me disais que c'était un thème intéressant à aborder. Et justement, toi, comment s'est passé ton onboarding à Glady et à travers quelle étape tu es passé? Eh ben écoute, il s'est très bien passé et pour ça je remercie Camille, ma manager, qui avait bien préparé mon onboarding
En gros, ça a duré environ un mois. Donc chez Glady, au début, quand tu arrives en début de mois avec tous les nouveaux arrivants, toute équipe confondue, où tu as 3 jours où on te présente un peu les différents services de l'entreprise et où tu as ensuite des points un peu individuels. Et, en gros, pour chaque semaine, j'avais un objectif à atteindre, en gros, entre déjà toute la doc de l'entreprise est organisée dans Notion, donc ça c'est hyper cool, c'est facilement accessible et il y a pas beaucoup de choses qui sont très bien documentées, donc l'idée c'est de se plonger petit à petit et plus en profondeur chaque semaine dans la doc. Donc ça peut être comment l'entreprise fonctionne, enfin comment l'équipe produit fonctionne, les différents workflow, les différents meetings, les différents process en gros au sein de l'équipe produit. Ensuite, ça va être se plonger plus ou moins dans la doc fonctionnelle, dans les roadmaps, ensuite dans les backlogs, et en parallèle, ça va être un objectif de rencontrer le maximum de personnes, que ce soit au sein du produit, mais aussi les autres qui seront potentiellement nos stakeholders, et aussi faire beaucoup de shadowing, que ce soit au support, de rendez-vous sales aussi en shadowing pour bien comprendre un peu les besoins et les problèmes que rencontrent nos utilisateurs. Et voilà, ouais, et aussi tester par soi-même un peu la plateforme en lisant en parallèle la doc fonctionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est hyper cool pour rapidement comprendre comment fonctionne le produit et monter en compétence assez rapidement sur le produit. Qu'est-ce qui pour toi a été le plus compliqué à gérer pendant justement cette phase d'onboarding? Le plus compliqué, c'est qu'on prend énormément d'infos, donc c'est dur à digérer. C'est pour ça que le faire par étapes et de se mettre des objectifs, déjà ça permet de rester focus sur ce qu'on doit faire durant cette étape, les documents à lire, les personnes à rencontrer, de prendre des notes, de poser toutes les questions sur tout ce qu'on a vu durant cette première semaine et de pas aller un peu dans tous les sens. Parce que dans Notion, c'est facile d'aller d'une page à l'autre et en fait de lire des tonnes d'infos et ensuite d'être un peu de se sentir un peu perdu à travers la masse d'infos, que ce soit au niveau produit tech ou même au niveau PMM, toutes les offres qui sont définies par Glady, comme tu l'as dit au début, il y a quand même pas mal d'offres et de fonctionnalités différentes. Donc ça permet vraiment de gérer cette complication où on peut vite être noyé dans la masse d'infos et du coup c'est assez bien de fonctionner de cette façon. Et toi, est-ce que par exemple il y a des questions que tu as posées pendant le process de recrutement qui t'ont permis d'avoir moins de surprises et d'être plus serein pendant ton onboarding? Le process qui était bien, c'est que j'ai pu discuter, échanger avec la lead PM qui est ma manager aujourd'hui, avec le head of product et le CPO. Donc j'ai pu poser énormément de questions. Ils ont été très dispo et ouverts là-dessus et sans filtre. Donc ça a été cool. Donc en gros, j'ai eu pas mal d'infos en amont sur l'organisation produit, sur le scope fonctionnel sur lequel j'allais évoluer, sur le fonctionnement de la team, sur les rituels. Donc là-dessus, j'avais déjà les informations en amont, ce qui permet d'arriver d'être pas trop perdu à ce niveau-là et de savoir un peu comment guider tous les petits points d'échange que j'ai pu faire avec les différentes personnes de mon équipe, mais aussi de l'équipe produit, c'est de pas tout découvrir en amont. Donc ça, c'était cool. Une fois que t'es sorti de la phase onboarding, comment s'est passé ton premier sprint? Comment est-ce que t'as construit du coup ta première roadmap, ton premier backlog? Écoute, la roadmap, en fait, elle était déjà construite quand je suis arrivé, parce que vu que je suis arrivé en début de quarter, en fait, j'ai eu la chance en arrivant chez Glady, chaque fin de quarter pour préparer le suivant. Il y a un événement sur 2 jours qui s'appelle le Glady Planning. En gros, c'est l'équipe produit et tech se regroupe. Enfin, au début, chacun par squad pour justement travailler sur leur roadmap et ça permet aussi de spotter les dépendances entre équipes à ce moment-là et de pouvoir se définir une roadmap où tout le monde est OK et où il n'y a pas de surprise en plein cours de delivery et pas de dépendance qui pourrait bloquer les avancements.
Donc moi j'ai pu participer, mais plus en tant qu'observateur, étant donné que j'étais arrivé depuis une semaine au Gladi Planning, mais ce qui m'a permis de comprendre un peu tous les sujets en cours, les dépendances qu'il peut y avoir d'un point de vue fonctionnel entre les différentes équipes. Et du coup là j'ai participé à la création de la roadmap, mais elle était déjà prête. Donc là je vais pouvoir faire ma première début décembre. Et sinon, du coup, en point de vue delivery, du coup, il y avait pas mal de, en gros, la roadmap, quand on prépare aussi les 6 ou 7 séquences qui vont, séquences, c'est-à-dire les sprints qui vont constituer tout le quarter. Donc, en gros, les sprints étaient déjà préparés. Il y avait juste à approfondir certaines user stories. Donc, côté delivery, c'est comme ça que j'ai évolué. Et moi, faut savoir que sur ma squad, on est 2 PM pour le moment, parce qu'on est sur une énorme partie du produit qui est vouée à être décommissionné au fur et à mesure. Mais les scopes fonctionnels vont se réduire et on aura un périmètre plus tard différent. Donc en gros, il y avait pas mal de sujets qui étaient gérés par l'autre PM. Donc moi, j'ai pris des sujets en cours et là-dessus, c'est bien parce que j'ai pas été perdu, j'ai pas eu tout à construire dès mon arrivée. Donc ça permet de rentrer aussi en douceur. Donc ce qui est pas mal. Par contre, j'ai eu en parallèle mon premier sujet en discovery à étudier. Donc là, par contre, je pars de presque zéro. Il y avait juste quelques données, mais j'ai pu vraiment prendre le sujet et mener toute la discovery. Ok, trop cool. Et pour terminer, est-ce que tu aurais 3 conseils que tu pourrais partager avec tout le monde pour réussir au mieux son onboarding? Ouais, c'est un peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure, mais en gros, si c'est pas le cas quand vous arrivez au sein de votre entreprise, l'objectif c'est vraiment de se créer des étapes, justement pour faciliter l'onboarding et se mettre des objectifs, des étapes, je pense par semaine, c'est bien, avec des objectifs qui peuvent être n'importe quoi, mais lire tel type de doc, comprendre tel type de process, rencontrer XXX personnes, faire X heures de shadowing avec le support, avec des sales ou avec n'importe quelle équipe en interne qui manipule le produit, et aussi de se dire je vais essayer de lire tel doc cette semaine et d'avancer petit à petit pour justement pas partir dans tous les sens et pas se noyer. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième c'est de faire un peu sa discovery perso, c'est-à-dire rencontrer le maximum de personnes à la fois au sein de l'équipe produit et tech, mais aussi en dehors, en gros tous vos futurs stakeholders ou même des équipes qui manipulent un peu le produit si c'est une partie admin gérée. Et ensuite c'est aussi faire passer du temps au support et faire du shadowing avec les sales, parce que on apprend beaucoup en observant sur nos utilisateurs et nos clients, et c'est hyper enrichissant. J'ai passé une journée au support et on apprend énormément de choses. Et aussi de tester son produit, pas hésiter sur les environnements de démo, de prendre des docs fonctionnels et essayer de tout tester pour bien comprendre comment ça fonctionne. Trop bien, merci beaucoup pour ces conseils et merci d'avoir participé au calendrier de l'avant du produit. Avec plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou un mot de la fin? Mot de la fin, je dirais j'espère que le produit va tendre vers le produit responsable et que de plus en plus de personnes vont s'intéresser à ce sujet et essayer de concevoir des produits au minimum d'impact pour la planète, mais au maximum d'impact pour les utilisateurs et pour les entreprises. Trop bien, merci beaucoup. Merci à toi Timothée, c'était avec plaisir. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!